qui le plus souvent reviennent sont celles de Berck, Masson, Blacher. Blacher est plus près du texte. Kazimierski est plus ancien, sa traduction est encore différente. Mais toutes posent problème. Toutes posent problème. Je vous donne un exemple, parce qu'il a été évoqué par un des intellectuels musulmans libéraux dans la société française d'aujourd'hui, Rachid Benzi. Il dit, on traduit din par religion. Mais est-ce que le terme din, au 7e siècle, il veut dire religion? C'est discutable. Et on peut remettre en question la traduction. Et donc, si vous ne traduisez plus din par religion dans le texte coranique, ça vous fait quand même beaucoup de changements. Ça, c'est une des discussions parmi de nombreuses autres au sujet de la tradition. Au sens où, finalement, nous traduisons avec la compréhension arabe d'aujourd'hui, c'est-à-dire en gros l'essence du 19e et du 20e siècle. Mais si l'on revient à ce qui était fait hors du texte coranique au 8e, 9e siècle, comment on peut recomprendre ces sens-là? Ça a vraiment, ça peut créer de grandes différences, si vous voulez. De la même manière, j'ai parlé du takfir. La racine kafala, si vous prenez des tables coraniques, il y a des centaines d'occurrences de cette racine-là, kafala. Mais est-ce que kafir, ça veut dire mécréant dans le texte coranique? C'est aussi éminemment discutable. Donc on peut discuter din pour religion, on peut discuter mécréant pour kafir, et vous continuez, vous développez la pelote, ça vous remet en question votre lecture habituelle, si vous voulez. Ça ne se fait pas aujourd'hui dans les universités traditionnelles du monde majoritairement musulman. C'est vraiment hypersensible comme sujet, et ça ne se fait que peu en dehors des milieux académiques. Pourquoi je vous dis que c'est très sensible? Je donne un exemple que j'ai déjà donné par ailleurs. Un chercheur a fait sa thèse sur la grammaire des nombres. Vous allez me dire, le sujet est assez neutre. La grammaire des nombres en arabe. C'est assez neutre comme sujet. À El-Azhar, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que si vous dites qu'il y a une histoire de la grammaire des nombres en arabe, vous dites qu'il y a une histoire de la grammaire, vous dites qu'il y a une histoire de la langue, vous dites donc que la langue n'a pas toujours eu été. Et c'est tout le soubassement qui est remis en question. Donc ça bloque. À l'heure où je vous parle, ce n'est pas possible de parler de grammaire des nombres et d'histoire de la grammaire des nombres à El-Azhar, c'est-à-dire l'université sunnite de référence. D'accord. Merci de m'avoir donné la parole et je vous remercie pour... Donc là, j'ai des ajouts à ajouter en tant que chercheur dans le domaine. Je vais essayer d'être... donc ça, si vous permettez. D'accord. Donc j'ai apprécié l'intervention. Je voulais évoquer juste un autre volet qui pouvait peut-être compléter ce qui vient d'être dit, c'est que en plus de la typologie qu'on a vu, que vous avez détaillé, l'intégrale libérale, je crois qu'il y a peut-être une typologie qui peut compléter cette typologie, c'est l'approche de la religion à travers des fondements, des valeurs, des finalités, ou à travers une lecture littéraliste qui s'accroche au texte, aux détails de texte. C'est le courant littéraliste. Et donc là, ça crée une certaine éventail entre le littéralisme qui s'accroche au texte avec le rejet de tout ce qui est interprétation, avec la raison, tout ce qui est historisé, et l'approche par les fondements, les finalités qui invitent la raison. Et donc ça veut dire qu'on s'approche, on peut même s'approcher aux valeurs universelles, aux valeurs humaines. Et là, je crois que cette question ne se pose pas seulement pour l'islam, se pose pour toutes les religions. Le catholicisme, actuellement, c'est une chance pour l'Église, pour les chrétiens, d'avoir une tendance qui s'approche, qui tend vers tout ce qui est fondement, tout ce qui est valeur. Il y a eu pas mal de rénovations, d'innovations herméneutiques.
Par contre, d'autres religions, je vois que pour l'islam et pour le judaïsme, cette évolution a beaucoup de choses devant elle pour qu'ils s'accomplissent. Et là, pour l'islam, je crois que ce passage de l'intégral au libéral ne s'est pas effectué seulement au XXe siècle. Il a des racines dans le Moyen-Âge, depuis le débat qui s'est déroulé entre Ibn Rushd, l'Averroès et Al-Ghazali. Ibn Averroès qui mettait l'accent sur le rôle de la raison. Al-Ghazali qui a répondu non pas pour lui critiquer la place de la raison, mais critiquer surtout la place des philosophes de l'époque, parce que paradoxalement, on croit que le Ghazali, il était fondateur du latéralisme. Bon, le Ghazali, il a critiqué Averroès sur le côté des philosophes et non pas sur le côté de la raison. Donc ça, pour dire que actuellement, là, on peut revenir à l'état actuel, lorsqu'on parle de la typologie des intégrales, y compris les frères musulmans dedans, et les libéraux, je crois qu'on peut en plus faire des subdivisions. Dans l'islam intégral, il y a une partie qui est vraiment, qui s'attache au littéralisme, au détail du texte, et une tendance qui s'approche un peu aux finalités fondantes, y compris certains partis des frères musulmans. Par contre, dans le domaine libéral, il y a, j'aurais aimé entendre parler d'autres savants, d'autres chercheurs comme El-Jabiri ou Redouane Saïd. Voilà. Petite conclusion. Une petite, donc, finalement, je termine par une petite citation de la charte de Marrakech, parce que par hasard, je vais dire ça. Donc, ce que j'ai compris, moi, de la charte de Marrakech, c'est qu'il n'invite pas ou il n'appelle pas les gens, c'est-à-dire le monde, à se référer exclusivement à cette charte, mais plutôt à se référer à certains fondements, entre autres, y compris le Coran, certains fondements qui ont été évoqués par la charte. Là, je voulais 3 phrases directement. La charte de Médine est qualifiée pour fournir aux musulmans une base de référence fondatrice de la citoyenneté. C'est une notion de citoyenneté fondatrice. Ils disent aussi que les finalités de la charte de Médine constituent un cadre aidant pour la construction de la nationalité. Ce référentiel est en accord avec la charte des Nations Unies et ses annexes comme la déclaration des droits de l'homme avec respect de l'ordre public. Donc moi j'ai l'impression que l'appel de Marrakech, il était peut-être plus ouvert au-delà de la charte de Médine. Il renvoie vers la charte de Médine en tant qu'un texte qui renvoie vers des fondements. Merci Ahmed. Un dernier mot. Alors, merci beaucoup. Oui, il y a bien des auteurs dont je n'ai pas parlé. Al-Jabri, le Marocain, Al-Jabri est un auteur important. Je ne suis pas d'accord avec vous au sujet de Razali Ibn Rushd, parce que Razali est mort avant que Ibn Rushd fasse sa réputation. Donc ce n'est pas Razali qui contredit Ibn Rushd, c'est Ibn Rushd qui contredit Razali. Et Razali, oui, avait contesté les philosophes, mais avant Ibn Rushd. Sur la question des finalités, et ce ne sera pas long, précisément, dans quel contexte, selon la tradition musulmane, le plus souvent à laquelle on fait le plus souvent référence, dans quel contexte a été produite ce qui est appelé le pacte de Médine, pour parler des finalités. Ici, vous allez voir un peu la difficulté à évoquer cette question des finalités. C'est un contexte conflictuel, un contexte de conflit entre Mohammed, les premiers musulmans, leurs alliés non musulmans et les autres. Dans ce contexte-là, quelle était la finalité? Ça veut dire se battre contre les autres. Et vous voyez ici, quand on me dit lire le pacte de Médine à la lumière des finalités du pacte de Médine, moi je veux bien, on est dans un contexte conflictuel, il faut aller jusqu'au bout de la référence historique sur laquelle on s'appuie. Ce qui est autre chose que de dire c'est une citoyenneté paisible, c'est-à-dire il y a nous et puis il y a ceux contre qui on se bat. Et nous, c'est des musulmans plus les alliés des musulmans. Plus d'autres problèmes. Est-ce que le terme mu'min dans le texte de Médine, ça veut dire croyant au sens de croyant musulman ou pas? Vous voyez, ça ouvre tout un tas de questions en fait. Et encore une fois, en tant qu'historien, je n'ai pas à dire il faut faire ou pas faire.